Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous écoutez le podcast Verbois dans lequel vous allez découvrir une série de discussions enthousiastes sur l'avenir des industries créatives dans un monde qui ne peut plus ignorer la nécessité de changements profonds. Niché dans le Haut-Marais de Paris, Verbois est un quartier libre qui regroupe une scène créative engagée qui se mobilise pour le bien commun. Ces talks ont été enregistrés au CNAM à l'occasion de la Green Week, passerelle écologique entre la Paris Design Week et la Fashion Week. Des personnalités inspirantes, qu'on appelle aujourd'hui des observateurs éclairés, ont reçu à leur micro des créateurs et des entrepreneurs qui mettent aujourd'hui déjà en place de nouveaux modèles de création durables, hybrides et inédits dans lesquels savoir-faire, esthétisme, écologie et éthique sont mis en symbiose. Très bonne écoute! Bonjour à tous. Alors moi je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du festival Green Week dans le quartier de Verbois à Paris, en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers. Et dans cette conversation, avec mes invités, on va parler du bon. Et on va tenter de répondre à cette question. En fait, est-ce que par une agriculture raisonnée, des produits de saison et une alimentation consciente, on pourra essayer de se reconnecter à ce goût du bon, le vrai bon, à l'aube de nos challenges qui sont les nôtres, en fait, aujourd'hui, que ce soit environnementaux, sociétaux, etc., climatiques. Ces questions du beau, comme on vient de le voir dans le talk précédent, et du bon, aussi simple qu'elles puissent paraître, semblent en fait fondamentales à se poser cette question de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est beau, se poser collectivement et puis aussi à nous-mêmes. En fait, on se rend compte que finalement, avec nos assiettes, on peut découvrir comment remettre le goût et le bon au centre de nos plats, en fait, parce que nos perceptions de ce qui est bon pour nous ont un impact aussi en cascade sur le monde dans lequel on habite, en fait. On est face aujourd'hui à un constat un peu glaçant qui est que beaucoup de sols sont pas en bonne santé. Certains parlent même de sols morts, bourrés de chimie, avec des rendements qui sont pas suffisamment au rendez-vous aujourd'hui. On a aussi des semences qui sont bloquées, avec cette espèce de cercle vertueux d'adaptation du vivant qui est par la même occasion elle aussi bloquée. Parce que finalement, la nature, elle apprend plein de choses et quand elle apprend, normalement, le cycle normal, c'est qu'elle le restitue à ses enfants quelque part. Et puis ça, on en est privé. Et pour parler de tout ça, on va essayer d'aborder ce sujet du bon avec Jean-Étienne Chaperon. Donc, en fait, t'es maraîcher-chef, on peut dire ça. T'es fondateur de Gart le Jardin. T'as longtemps été cuisinier dans des restaurants gastronomiques. Et finalement, ta passion pour les légumes et les produits, et surtout en fait le goût peut-être, t'a donné envie de devenir producteur engagé, maraîcher sur sol vivant. Tu vas nous en parler. Donc toi tu es en Puisée, c'est ça, c'est pas très loin de Paris. Puisée. Et donc tu cultives ces produits qui ont le goût du vrai, selon les principes de la permaculture et de l'agroforesterie. Jérémy, alors toi tu es sommelier dans un hôtel que les Parisiens connaissent sûrement bien, le Hoxton. Et là-bas, tu as instauré en fait un parti pris très fort sur la carte des vins et tu proposes que des vins européens et beaucoup de vins nature en biodynamie. Pareil, on va en parler, dans un endroit en fait où on s'attend pas forcément, le Hoxton, tu vois, à être sensibilisé à ces vins que tu dis propres. Devait aussi être parmi nous Claire Vallée, qui est une chef engagée, qu'on aime beaucoup, qui en 2021 en fait elle a reçu pour son restaurant Ona. Ona en fait il faut entendre origine non animale, la première étoile Michelin qui a été accordée à un restaurant vegan. Donc l'étoile verte. Bon, malheureusement la SNCF a fait des siennes et donc elle a pas pu être là parmi nous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, parce qu'on va essayer de parler aussi du rôle des cuisiniers, des chefs dans tout ça. Mais elle a un bouquin qui sort mi-octobre, donc qui va pareil s'appeler Origine non animale, aux éditions Duchesne. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et pour bien montrer finalement à quel point le bon est un puissant vecteur émancipateur, j'aimerais qu'on commence cette conversation en abordant justement un peu votre rôle, donc en tant que producteur, cuisinier et sommelier, dans cette révolution un peu du goût. Peut-être que Jean-Étienne, on peut commencer avec toi sur le rapport en fait plus authentique qu'on devrait avoir avec le goût en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce côté émotionnel aussi du bon ?
Oui, alors c'est surtout la logique qui existe dans le fait de manger bon. C'est-à-dire que quand tu manges un produit qui est bon, il est forcément donc savoureux, évidemment, mais il est surtout plein de nutriments, plein de choses bonnes pour la santé. Et du coup, c'est logique d'avoir envie et de manger quelque chose de bon, parce que si c'est bon dans le goût, c'est bon pour le corps. Et tout ça, c'est une synergie logique qu'il faut qu'on respecte et qu'il faut qu'on essaye de mettre en avant, tant pour le maraîcher, producteur, que pour le chef, c'est évident, dans l'assiette, en créant et en faisant des plats délicieux, quoi. Et toi, finalement, c'est ton expérience en cuisine, de voir que finalement, vous cuisiniez aussi pas que forcément des produits qui étaient savoureux, en tout cas bons, à ton goût, que tu as eu envie de te lancer dans cette aventure et de devenir maraîcher? Moi, c'était surtout parce que je prétends pas être grenouille dans le parfum, mais j'avais toujours la volonté de créer le goût ultime, d'apprendre les techniques pour pouvoir arriver à créer le plat parfait. Donc, ces techniques de cuisinier étaient mis au service du goût, d'accord. Et un jour, je dessert une tomate aux tomates fleur de tagette. Cette tomate, elle a été faite par nous, cuisiniers. Et quand le client me dit c'est délicieux, bravo, moi je me sens pas apte à recueillir le compliment. Je me dis, moi j'ai pas fait grand chose finalement, à part les techniques que j'ai appris. C'était pas grand chose, mais le goût il venait de la nature, il venait du maraîcher qui avait su cultiver une tomate correctement. Donc forcément pour moi maintenant, avec les connaissances que j'ai, sur sol vivant, en bio, plus même. Et donc du coup, je me suis dit, bon attends, si tu veux vraiment faire du goût, il faut que tu ailles plus loin que le simple cuisinier, il faut que tu deviennes autre chose, il faut que tu deviennes donc un maraîcher, un producteur de goût. Le goût il est dans le sol, nous on ne fait que l'orienter, le diriger vers l'assiette finale, vers le consommateur. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'être maraîcher sur sol vivant? Alors maraîcher sur sol vivant, c'est prendre conscience que le sol n'est pas un substrat. C'est pas un substrat qu'on vient aggrader avec des produits chimiques. Dans un substrat, du coup, c'est... Substrat, ça va être... on cultive dans des billes d'argile, on cultive dans de la ouate, de cellulose, dans plein de choses. C'est des substrats et dans lesquels on vient mettre des macronutriments ou des micronutriments, de l'azote, du phosphore, du potassium. Ça, c'est des engrais. C'est des engrais. Et donc, du coup, ça, c'est la vision globale qu'on avait quand on voulait mécaniser, avoir une rentabilité efficace. L'homme a dit, bon, bah voilà, la plante, elle a besoin de nitrate, phosphore et potassium, on va lui en donner, et puis on va avoir des rendements gigantesques. C'est vrai, hein, on a des rendements gigantesques. Après, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour l'organisme? Ça, j'en suis pas sûr. Du coup, le maraîchage sur sol vivant, c'est à ce point différent que du coup, on s'intéresse au sol avant tout. On s'intéresse à redonner de la vie au sol, à créer une faune, toute une faune. Un biotope, quoi. Un biotope gigantesque. Et vraiment, aujourd'hui, pas trop connu, hein, c'est terrible. Et ce biotope gigantesque, il va permettre de donner à manger aux plantes, d'accord? Et ces plantes vont nous donner à manger de facto à la suite, puisqu'elles vont faire des beaux fruits et des beaux légumes. Et donc, on a des résultats qui sont complètement différents. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est comme si c'était pas le même métier. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un autre univers. Il y a tant à dire là-dedans. J'essaye de résumer au plus, mais c'est vraiment une façon de voir les choses complètement différente. C'est vraiment le sol qui est vivant, et vivant, c'est qui a de la vie et qui permet de faire pousser une plante comme la nature le fait. Alors, comment tu travailles ton sol et comment tu agrades ton sol pour le rendre vivant? Est-ce que là, toi, par exemple, où tu t'es installé, c'était un endroit où il y avait déjà eu des choses, récupérer un sol qui était malade, ou alors tu as récupéré un sol qui était plutôt bien, et en fait, du coup, comment est-ce qu'on travaille tout ça? Il y a beaucoup de non-action, beaucoup d'observation, beaucoup de lâcher-prise. Donc ça, c'est des mots, ça fait un peu... Bon, bah, le mec fout rien, quoi. C'est pas vrai, on fait des choses. En fait, il y a des notions comme enrichir le sol en carbone, lui donner à manger, qu'est-ce que le sol mange. Donc on lui donne à manger ce qu'il a besoin de manger, donc de la matière organique. On enrichit nos sols en matière organique, ou alors on le laisse faire, et naturellement... Bon, après, c'est des échelles de temps qui sont quand même gigantesques. Si on devait laisser faire, de toute façon, le sol s'aggraderait lui-même en matière organique. J'ai du temps, mais à l'échelle d'une vie, enfin, il faudrait que j'attende 20 ans avant d'avoir une production effective. Donc du coup, on fait des intrants massifs de matière organique. Voilà, c'est l'une des clés à mon sens. Et matière organique matière organique qui vient de broyat, qui vient de plein de choses. On peut par exemple imaginer faire un maïs. Le maïs, on va récolter juste les grains, la céréale, et puis après toute la matière organique, enfin quoi, la plante, elle va être amenée au sol, incorporée sur les horizons supérieurs, et donc du coup ça va donner à manger à toute cette faune. On les laisse, voilà. Être mangé par... Ok, donc ça ramène la vie, en fait. Ça ramène la vie.
ça ramène la vie. On donne à manger à son sol avant tout. On s'intéresse au sol avant de s'intéresser à la plante. Mais la plante, elle s'épanouit, hein. C'est sûr et certain. Ça, on a des résultats. Aujourd'hui, j'ai des résultats sur des tomates, par exemple, qui sont tellement plus savoureuses. Des gens qui disent, j'avais jamais goûté une tomate comme ça. J'ai repris goût aux légumes, j'ai repris goût, et donc là, c'est encore plus intéressant. J'ai repris goût à faire à manger, à me faire à manger. Ouais, être autour de la cuisine, parce que la cuisine, c'est quand même un moment de convivialité, un moment de partage. Enfin, oui. Vraiment qui surtout en France, au pays de la gastronomie, tu vois, c'est un truc qui est culturel et souvent autour d'une table, il se passe plein de choses. Enfin voilà. Donc quand c'est animé par finalement la nature qui toute seule fait le boulot et en nous régalant, sans avoir à être des cuisiniers top niveau avec 150 millions d'ingrédients pour donner du goût à quelque chose, quand même assez sympa. Oui. Jérémy, toi, donc t'es sommelier. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ton travail toi aujourd'hui au quotidien et comment est-ce que du coup tu brises un peu des idées reçues autour du vin, alors du vin nature, parce qu'il y a toute une, c'est comme si c'était un nouveau, dans le vin c'est complètement différent le vin nature de ce qu'on a pu goûter jusqu'à présent et il y a une vraie éducation à faire et je pense que tes clients sont des gens qui sont à 1000 kilomètres de tout ça et qui n'y connaissent rien. Comment tu abordes tout ça ? Le travail d'un sommelier, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est du conseil. Juste avant le conseil, c'est un gros travail de recherche. Ce que j'aime faire, c'est partir dans les vignes, aller rencontrer les vignerons, les viticulteurs, récoltants, exploitants, pour comprendre comment ils travaillent, comprendre leurs vins et sélectionner des vins. Donc, ce qui est génial dans le métier de sommelier, c'est aussi que chaque sommelier va avoir sa sensibilité. Ouais. Moi, je suis un gros buveur de blanc. Parce que le rouge, j'ai du mal. J'ai un palais trop sensible pour les vins rouges. Et une fois que le travail de recherche a été effectué, d'en parler et puis de proposer ça à nos convives, à notre clientèle. Parce qu'en fait, on peut quand même se rappeler que le vin, c'est un peu une connaissance qui est ancestrale. Enfin, je crois qu'en plus, en France, on a la chance d'avoir des terroirs magnifiques, donc c'est un peu un des produits, le premier ou le deuxième produit qu'on exporte le plus. Enfin, il y a un vrai truc autour du vin qui est très instauré depuis longtemps. Et le vin nature vient un peu en ovni. Ça vient chambouler un petit peu les codes qui ont été installés à l'après-guerre. On revient vers une technique de consommation un peu ancestrale au final. Après la Seconde Guerre mondiale, deux grosses sociétés dont je tairai le nom qui sont arrivées sur le marché, qui ont dit les copains, alors je sais qu'il y a les nazis qui ont arraché la plus grosse majorité des vignes en France et dans les pays occupés. Pour vous aider à faire repartir, permettre de produire plus et mieux, on va vous filer des produits. Donc, par exemple, des désherbants, des fertilisants qui vont augmenter le rendement dans les vignes. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé pour la grande culture. C'est-à-dire qu'on a dit, on a des problèmes de rentabilité, on a trouvé une solution qui est tirée de l'industrie, on a dit, comment on fait pour produire plus ? Ah, toi, tu sais, bon, c'est quoi ? C'est les macronutriments, enfin, c'est quoi ? C'est l'azote, le phosphore, le potassium, les herbicides, les fongicides, etc., etc. File-nous-en, et puis on y va et on avance. Et donc, du coup, on trouve quoi que la qualité en fait elle empathie énormément. Donc moi c'est ce que je disais tout à l'heure sur les légumes, les céréales et l'agriculture. L'agriculture c'est aussi le vin, c'est ce que tu nous expliques, qu'il y a eu un schéma qui a été reproduit et qui est pas forcément le bon aujourd'hui. Si on veut faire du bon en tout cas, la quantité ça on sait faire, mais le bon on l'a oublié. On a carrément oublié de faire du bon, quoi. Donc ça veut dire d'un point de vue nutritif et avec le vrai goût du bon vivant, le vin qu'on a bu pendant très très longtemps, c'était pas du bon vin. C'était des vins chimiques. Bon, certes, c'est du jus de raisin qui va être fermenté, mais qui dans une bouteille de vin qui est travaillé en conventionnel avec plein de produits chimiques, tu as une quantité astronomique de produits chimiques qui sont en plus pas bons pour les sols et encore moins pour le corps, quoi. Donc ça fait depuis 1946, 47 voire 48 où on se gave de macronutriments que nous êtres humains on n'en a pas besoin, quoi. Et quand tu ouvres une bouteille de vin en conventionnel, t'as 50% de vin et le reste c'est que du produit chimique. Et on a été habitué en fait à ces goûts-là, parce que on connaît que ça. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont assez dubitatifs sur le vin nature et le vin biodynamique parce que ça vient bousculer gustativement tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, les références culturelles qu'on a.
Et donc, du coup, il y a plein de gens qui sont réfractaires ou qui disent qu'en fait, c'est pas du vin, ou qui disent que tu vois. C'est la phrase que j'entends depuis des années, je dis, mais c'est pas du vin, ça. Et moi, j'arrête pas de leur dire, mais si, c'est du vin, c'est comme ça que c'est censé goûter, du vin. Et j'espère que vous aurez un jour l'occasion de faire cette expérience. Par exemple, je vois sur ta feuille, tu as les vins de Bourgogne. Allez chercher une bouteille de pinot noir d'un vigneron qui travaille en conventionnel en Bourgogne, et puis une bouteille de pinot noir d'un autre vigneron qui va pas travailler en conventionnel, mais plutôt en nature, en raisonné et en propre. Faites la différence, c'est fou. Parce que t'as le vrai goût du raisin, le vrai goût du terroir, la patte de l'artisan vigneron qui est exprimée à travers la bouteille. Alors qu'un vin qui est bossé en conventionnel, bah c'est chiant. Voilà, c'est chiant. C'est toujours la même chose d'une année à une autre. Ouais, et puis il y a eu ces standards, il y a eu les millésimes, il y a eu tout ce qui fait qu'aussi on voulait que ce vin de telle, tu vois, maison ait toujours le même goût, et donc du coup on voulait retrouver aussi ça, alors que ce qu'on comprend quand on arrive dans le monde du vivant, c'est qu'en fait, c'est jamais pareil. Enfin, c'est-à-dire que du coup, on peut pas contrôler en fait. Bah, t'as tellement de facteurs en fait. Alors là, je parle vraiment que du vin. Après, sur ton travail, on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Mathieu. on parlera des tomates parce que je kiffe les tomates. Tu vois. Ouais. Moi, je tiens à préciser quand même qu'il y a aucune incrimination. On ne jette pas la pierre à qui que ce soit. Chacun fait du travail comme il le peut et comme il le souhaite. Évidemment, mais là, je pense qu'on est en train de parler des sols, de la façon de faire, des outils qui ont été donnés à des vignerons pendant des années, qui étaient peut-être pas forcément. On n'aura pas donné la possibilité. Aujourd'hui, on a une porte qui est ouverte. Oui, on a une compréhension différente parce qu'on a du recul, etc. Et évidemment, c'est en fait tout un processus qui est long, qui est de compréhension. C'est presque un autre métier aujourd'hui. Mais pour en revenir quand même aux panels différents et à ce que du coup on va devoir finalement désapprendre certains réflexes qu'on avait peut-être sur le vin, et est-ce que toi, du coup, en tant que sommelier, il y a des discours que tu arrives à, des idées reçues qu'on te sort quand tu parles de tes vins, et comment tu y réponds? La première idée reçue sur les vins propres, c'est un vin propre, ça se garde pas. C'est vrai qu'un vin sans produits chimiques, sans conservateur, ça va se garder un petit peu moins longtemps qu'un vin qui est bourré d'anhydride sulfureux ou de sulfite. Mais au final, même après 10, 15, 20, 30 ans, c'est toujours du jus de raisin fermenté. Et après, c'est aussi comment tu vas garder ton vin en cave ou pas, qui va te permettre de le conserver. Ça évolue. Ouais, voilà. Ça évolue. Et après, parce qu'en fait, on a directement parlé du vin nature, machin, mais la différence entre vin nature, biodynamie, parce que tu vois, c'est des labels, ou est-ce que c'est des techniques de production, comment on s'y retrouve, et quel est un peu tu vois, la cartographie qu'on pourrait en faire pour quelqu'un qui est non sachant, qui découvre un peu ce monde-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, ces appellations? Alors, la biodynamie, c'est une technique de culture. Le vin nature, c'est un cahier des charges. Tu peux faire un vin nature ou un vin propre sans forcément faire de la biodynamie. Okay. La biodynamie, c'est tu vas t'occuper des vignes en fonction de la lune. C'est un peu du même principe qu'en permaculture, Jean-Étienne? Non, alors il y a la lune qui rentre en scène parce qu'elle est toujours là, présente, d'accord. Donc on cultive avec la lune. Ouais. On cultive aussi avec des décoctions. Ça paraît un peu obscur et un peu sorcier, marabout, mais il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Et parfois, même si on trouve que c'est un peu chamanique, il faut s'abandonner à juste le respect d'un protocole et voir si on a des résultats, tu vois, même si c'est pas probant ou même si c'est pas prouvé scientifiquement. De temps en temps, c'est un peu occulte, la biodynamie. Mais globalement, oui, c'est ça, la lune. Et puis des associations aussi, un petit peu, des purins, des décoctions. Ouais. On se sert des plantes pour guérir les plantes. Voilà. La bouillie bordelaise, ou alors sinon les préparations dans les cornes de vache, où tu vas mettre des fertilisants naturels. Tu fais des préparations de fertilisants naturels que tu mets dans des cornes de vache ou de peu importe. C'est ça le côté occulte. Ouais, c'est ça le côté occulte. Que tu enterres près des cèpes pour en fait activer un petit peu activer les vignes. Tu les aides à se régénérer. J'ai l'impression qu'on parle plus de régénération au final. Oui, d'entraide. Les plantes s'entraident les unes avec les autres. Globalement, c'est particulier la biodynamie et il y a plein de trucs qui sont super sympas. Moi, je parle en tant que maraîcher là maintenant. J'ai quelques trucs que j'utilise, notamment les décoctions, les purins, tout ça. C'est les plantes soignent les plantes. Ça, c'est la phyto. C'est un peu logique, ça paraît normal. Enfin, il y a des principes actifs, quoi. Pour te répondre
répondre à ta question, est-ce que c'est proche de la permaculture? La permaculture, c'est vraiment, si on voulait résumer simplement, la boîte à outils, des outils, des petites phrases comme ça, qui vont unir plutôt que dissocier, favoriser les zones de rive, et surtout la grande éthique, partager équitablement, guérir les sols et nourrir les hommes. Et donc c'est cette boîte à outils qui va me permettre de jardiner correctement. Est-ce que si on met à l'échelle le système de la permaculture et l'agroforesterie, dans l'agriculture, est-ce qu'on peut nourrir la planète? Alors c'est la question, on me répond toujours, c'est gentil ce que tu fais, mais c'est pas comme ça qu'on nourrit la planète. Donc ça c'est une très bonne question. La réalité c'est que si on doit transposer mon problème et le problème de nourrir la planète, je pense que dans le problème de nourrir la planète, déjà il y a la gâche, il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler avant de se poser la question de on va produire plus. Donc déjà, on évite de gâcher, on cuisine, on fait des choses correctement, on nourrira la planète grâce à ces économies. Et moi, pour répondre en tant que maraîcher, sur des petites surfaces, j'ai des productions qui sont identiques, voire parfois supérieures, avec des techniques de maraîchage sur sol vivant. Ça paraît logique d'imaginer que quand on s'intéresse à la nature et à la façon dans laquelle on peut faire s'épanouir un légume correctement, eh ben on a des résultats probants. Ça paraît quand même évident. Oui, puis en plus la permaculture finalement, on pourrait presque faire un média en permaculture, une entreprise en permaculture. Exactement. Enfin, en fait, c'est pas que pour ok. Et nature, du coup, c'est une Nature, c'est une labellisation. nature, ça veut dire qu'il y a zéro. Ouais, c'est sans intrants. C'est nature, c'est Dame Nature qui fait son taf. Donc les levures, elles sont indigènes, les sucres, ils viennent des baies de raisin. En fait, t'as pas besoin d'en rajouter, t'as pas besoin de faire ce qu'on appelle de la chaptalisation, ce qui est beaucoup fait, ce qui a été beaucoup fait, ce qui est toujours fait malheureusement. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont des productions vraiment pourries et qu'ils n'ont pas le choix, c'est dommage. Tu vois, par exemple, je connais 2 vignerons qui sont en Bourgogne, à Beaune. Leur vignoble s'appelle Le Grappin. C'est merveilleux, c'est très bon. Je suis allé les voir il y a quelques mois et puis je posais des questions et puis il me dit non, moi je touche pas, je presse et je laisse le jus, les raisins faire leur taf. C'est Dame Nature qui me donne ce qu'elle a envie de me donner. C'est ça la nature, c'est aussi c'est laisser faire ce que la nature nous offre, quoi. Au lieu de rajouter des sucres raffinés qui viennent en plus de l'autre bout du monde pour réactiver les fermentations. Enfin, voilà, je préfère parler de vin propre que de vin nature, parce que tout le monde peut se dire je fais du vin nature, parce que je rajoute pas de produits, mais au final t'apprends que Valgaston il a mis des kilos et des kilos, des litres et des litres de produits chimiques dans les vignes, mais c'est vrai qu'il met rien pendant les fermentations ou avant l'embouteillage. Ouais, donc il y a les sols et la manière il y a les sols, et puis après, un sol qui est pas traité, t'as des vignerons qui vont passer avec des gros tracteurs, ça va tasser les sols. C'est pas bon pour les sols. Pour qu'un sol soit vivant, il faut qu'il y ait de l'air dedans, en fait. Ouais. C'est comme une recette de cuisine, c'est pour ça que c'était sympa de faire la transition. Mais ouais, il aurait fait que j'ai tout de suite vu mon sol comme une espèce de comment dirais-je de préparation de meringue, tu vois. Donc faut qu'il y ait un mélange, effectivement, faut qu'il y ait de l'eau, faut qu'il y ait de l'air et faut qu'il y ait la matière organique, quoi. Enfin le sol qui est composé de minéraux et de matière organique. Et donc toute cette chose là, cette espèce de mélange, cette recette, cette meringue, si tu roules dessus, si tu l'écrases, tous les horizons différents, donc les couches successives de 0 à moins 20 cm, ça va être écrasé, tassé. Et donc du coup, moins d'échanges. Ça paraît logique, hein, le petit ver de terre ou la calabre, elle aura moins de facilité à se balader, quoi. Et ta racine, moins de facilité aussi à se développer à l'intérieur. Donc on tasse pas les sols, oui, c'est sûr. Et j'aimerais qu'on parle aussi un peu alors il n'y a pas clair, mais du lien entre le jardin et la cuisine, tu vois. Et est-ce que aussi le fait que quand on travaille sur sol vivant, il y a aussi cet aléa de la nature, de plus, si tu veux, de faire avec le temps, le climat, voilà. Du coup, ça veut dire que forcément, tu vas pas pouvoir répondre à des commandes en disant, bah voilà, ça c'est tel restaurant, on a telle carte, on va la faire pendant tant de temps, et il me faut absolument tel produit. Est-ce que aussi le rôle des cuisiniers, des chefs, c'est pas aussi de s'adapter peut-être à ce qui est disponible là maintenant et du coup avoir une réflexion beaucoup plus flexible? Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait on a pris un schéma industriel et on l'a transposé à l'agriculture. Donc là, du coup, on peut pas voir un champ qui nous produit des végétaux, enfin des légumes, des fruits. On peut pas le voir comme une unité de production qui va être efficace tout le temps.
Donc moi j'ai des courbes de production qui sont à la solde des aléas climatiques, parfois de mois aussi. Et donc c'est vrai que c'est plus logique pour plein de sujets, pour plein de raisons, notamment la gâche, notamment juste la logique d'avoir un légume frais qui arrive très rapidement dans la cuisine. C'est plus logique que moi, je téléphone en disant j'ai ça dans le jardin, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, et que la carte elle soit adaptée en fonction de ce qu'il y a. Il y a une logique multiple à faire ce genre de choses. Et puis pour la connexion entre nous, la connexion entre le jardin, entre le maraîcher et entre le cuisinier qui est là et qui va produire, qui va faire travailler son cerveau pour recréer une nouvelle carte toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Est-ce que ça coûte plus cher Non. Et c'est là où aussi le travail du cuisinier est important, c'est qu'il faut déconstruire tout ça et il faut réapprendre aux gens à cuisiner. Et ça coûte pas plus cher de bien manger, ça c'est un slogan qu'on entend à la télé, ça m'embête de le redire, mais c'est vrai, en fait c'est la réalité et c'est pas un plat surgelé, les best-sellers de tous les supermarchés actuellement. Donc on est entre 14 et 20, plus de 20 euros parfois au kilo, le prix au kilo, d'accord. Donc vous dites je vais faire des économies de temps ou quelle qu'elle soit, parce que vous dites c'est 4,40 € les 280 grammes de lasagne de chez Madame M. Bon, et vous vous dites, je vais rentrer, je vais mettre ça dans le micro-ondes, et puis au moins j'ai économisé du temps et je peux regarder TPMP, je sais pas, au hasard. Et du coup, en fait, ce qu'il faut, c'est le cuisinier qui vous apprend à dire non, tu vas acheter des produits bruts et tu vas les transformer toi-même, et tu vas faire des économies. Je sais pas, on peut faire à manger pour la moitié du prix que je vous ai donné, entre 15 et 20 euros. Pour la moitié du prix, on peut faire des produits savoureux, des produits goûteux, des produits bons, et surtout avoir le plaisir de se retrouver autour d'une table, de partager un moment, comme ça a été fait depuis des milliers d'années. Donc c'est tout un apprentissage à refaire, des recettes simples, des recettes efficaces que tout le monde est en capacité de faire. Ouais. Et juste prendre le temps avec son enfant, avec son frère, avec sa sœur, avec sa femme, avec sa chérie, avec son amour, avec tout ce que vous voulez. Vous partagez un moment, vous cuisinez, c'est bon pour vous, c'est bon pour la santé. Hippocrate il disait c'est le premier médicament, hein, la nourriture, c'est votre premier médicament. Donc c'est important de bien manger. Oui, parce qu'en plus on se dit que non seulement si c'est des produits qui ont été cultivés sur sol vivant, ils vont être plus savoureux. Donc on aura peut-être aussi, si on n'est pas, parce qu'on n'est peut-être pas tous très bons cuisiniers, tu vois, mais se dire qu'en fait une salade de tomates comme ça délicieuse avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, en fait c'est déjà un festin. En fait c'est aussi, comme c'est plus goûteux, en fait du coup il y a moins de boulot entre guillemets. Oui, bien sûr. Peut-être, par exemple, je suis pas apte à vous parler correctement de la cuisine. Oui, parce que le mouvement crudivore, il cartonne. Enfin, en tout cas, les anciens, ils mangeaient des crudités avant chaque repas. Tu vois, une carotte râpée, vous prenez la carotte, vous la râpez, vous mettez de l'huile d'olive et du jus de citron. C'est quand même pas très compliqué. Et c'est très bon. Et est-ce qu'après quand même on arrive à avoir une diversité, parce que c'est vrai que quand on suit les saisons, parfois il y a des saisons qui sont un peu sympas, puis il y en a d'autres qui sont un peu moins sympas, tu vois. On fait ça depuis que l'homme est homme et depuis que l'homme mange des produits naturels. Hein. On a toujours besoin de s'habiller le cœur quand on a les tomates qui vont arriver. Si on mange des tomates toute l'année, à quel moment on s'habille le cœur? On attend au mois d'avril, on trépigne d'impatience quand la tomate elle va arriver. À quel moment on s'habille le cœur en disant ah j'ai hâte, et là on découvre cette tomate et on la mange, on la déguste. Si on en mange toute l'année, on ne savoure plus les tomates. On consomme comme des andouilles en fait. C'est ridicule. Et puis après, ça a aussi ouvert la porte à la connaissance, la multiplication de tous ces sujets autour de la fermentation, conservation aussi de ces produits autrement. La fermentation, par exemple, quand j'ai cherché à savoir où était le goût ultime, qu'est-ce qu'on faisait, comment on faisait pour avoir le plat, je disais toujours tout à l'heure, j'ai dit grenouille dans le parfum, c'est-à-dire le gars qui va faire le parfum ultime, là, en l'occurrence c'était le plat ultime. Je me suis dit comment on fait pour avoir un plat que je pose sur la table et les gens, comme dans le film Ratatouille, vous savez, le mec qui commence à avoir une Madeleine de Proust, que sais-je, tu vois, des souvenirs, des machins. Comment on fait pour arriver à poser un plat sur la table et que ce soit délicieux? Et en fait, il faut juste, dans nos génomes, dans notre corps, j'ai retrouvé ça, en fait, on a le ferment à l'intérieur de nous, on a les produits fermentés. Donc, du coup, toutes ces méthodes ancestrales, il faut les refaire venir maintenant, il faut refaire comme les ancêtres venaient. Et en fait, on a de l'appétence pour ça, naturellement. On a envie de manger quelque chose de fermenté, on a envie vous pouvez pas manger 2 kilos de fromage, par exemple. Par contre, vous pouvez manger 2 kilos de carottes crues. Pourquoi? Parce qu'en fait, la satiété, elle arrive beaucoup plus rapidement quand vous mangez 2 kilos de fromage. Parce que c'est un produit que vous avez, que votre goût, non pas votre corps en a besoin, mais votre goût en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de tout ça. Bref, on a besoin de toutes ces choses qu'on faisait avant. Tu parlais de la fermentation pour la conservation des produits. Il y a d'autres techniques qui sont à reprendre, à retravailler. Et c'est la rééducation, remettre, tu penses à la germination, tout ça?
Faire germer ses graines, c'est très bon. Alors ça, c'est bon pour un sujet que je ne connais pas très bien, c'est-à-dire la nutrition. Comment avoir un produit le plus nutritif possible. Quand la graine, elle va germer, des chaînes enzymatiques vont être coupées, donc c'est beaucoup plus digeste et on peut avoir un panel plus large de nutriments à l'intérieur d'une graine. Donc voilà. Ouais. Mais oui, ça aussi, c'est très très intéressant. Ça, c'est la science moderne qui nous l'apprend. Ouais. Et alors, si Claire avait été là, elle nous aurait parlé d'un truc qu'elle fait dans son restaurant. En fait, elle impose des menus uniques. C'est-à-dire que du coup, elle se saisit de ce rôle de responsabilité qu'a un chef en disant on doit aussi, alors j'aime pas trop le mot éduquer, mais en tout cas peut-être sensibiliser par le goût. Parce que quand on arrive dans un restaurant, on va pas tous les jours au restaurant, donc en fait on est moins tenté de risquer que tu as un plat qu'on connaît peut-être pas, parce que bah du coup si on n'aime pas et tout ça, donc souvent en fait on mange la même chose. Et donc elle dit bah pour enlever toutes ces questions-là, elle fait un menu unique. Je sais pas ce que vous en pensez du coup, même par rapport à l'accord après qu'on peut faire avec les vins et c'est cette logique aussi de se dire on est entre guillemets éducateur. C'est marrant parce que en tant que restaurateur, tu as deux visions. Soit t'as pas le choix et c'est un peu comme si on imposait quelque chose, mais si tu prends un peu de recul et tu réfléchis, tu dis non, en fait c'est une invitation à rentrer dans un univers. C'est une invitation aussi à une expérience, à découvrir, j'imagine, des produits que tu connais pas forcément, qui sont travaillés de telle ou telle façon. C'est des économies de gamelote, de matières premières aussi. Zéro gaspillage. Zéro gaspillage. Et puis effectivement, tu entraînes les gens à découvrir quelque chose. Ça, c'est ce que tu disais. Ça, c'est quand même assez intéressant. Aujourd'hui, on est dans une société où on a le choix pour tout. Quand on arrive à déconstruire tout ça et à dire, bah non, là, tu vas goûter ça et tu vas voir, tu vas aimer. Et ce genre de restaurant, en plus, permet par le cadre, par les gens comme toi, les sommeliers, les maîtres d'hôtel, à t'amener le produit et à te le faire goûter et savourer, découvrir quelque chose. Moi, j'ai eu plein de gens quand j'étais en cuisine qui n'aimaient pas, par exemple, je sais pas, je te dirais le chou rave, et je leur ai fait aimer le chou rave. Alors moi, j'y suis pour rien, mais si tu veux, il y a tout un corroborum, tout un truc derrière. Ça aussi, c'est quand même quelque chose, un choix qui est bien à mon sens, c'est-à-dire de dire voilà, tu vas voir, tu vas venir chez moi, tu vas avoir du chou rave à la carte. À la base, t'aimes pas ça, mais tu vas ressortir et tu vas me dire j'aime bien ça. Et donc c'est pas mal d'avoir fait ça. Ouais, c'est qu'en fait, un restaurant va devenir aussi un restaurant des savoirs, quoi. On va essayer d'apprendre des choses quand on va dans ce type de restaurant-là. Et en tant que client, je trouve que c'est plutôt sympa comme démarche parce qu'on vit une expérience. En même temps, on repart, on a appris des trucs et on a peut-être aussi brisé des idées reçues ou des choses qu'on n'aimait pas et qui étaient au menu. Donc, du coup, on a goûté et en fait, je n'aimais pas il y a 15 ans parce que c'était peut-être des vieux trucs dégueux en conserve ou je sais pas. Oui. Et en fait, c'est délicieux. Bien sûr. Donc, ouais. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de comment est-ce qu'aujourd'hui on a envie de réveiller notre curiosité sur le bon vivant. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci à toi. Merci.